Dans le dernier wagon du train de nuit, une femme âgée a glissé un bout de papier dans ma main. Ses doigts étaient glacés, ses ongles courts et soignés. Elle ne m'a pas regardé. Elle a simplement refermé mes doigts autour du papier, puis elle est descendue à la station suivante sans un mot. J'ai attendu que les portes se ferment pour déplier le message. Gare centrale. Descendez. Ne posez pas de questions. Mes mains tremblaient autant que les siennes quelques secondes plus tôt. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner contre mes tempes. Je ne connaissais pas cette femme. Je ne l'avais jamais vue. Pourtant, quelque chose dans son regard, ce bref instant où nos yeux se sont croisés, m'a dit qu'elle savait. Elle savait ce que je vivais. Elle savait ce que je fuyais. Et elle savait ce qui m'attendait si je ne descendais pas à cette gare. Je m'appelle Alixiane Courtoisie. J'ai 58 ans. Et ce soir-là, dans ce train qui traversait Paris sous une pluie d'automne, j'ai compris qu'il existe des femmes qui veillent sur d'autres femmes sans jamais demander de reconnaissance. Voici l'histoire que j'ai portée seule pendant des années. Une histoire de silence, de mensonges, et d'un homme qui croyait que l'argent pouvait tout acheter, même mon silence. Tout a commencé bien avant ce train. Tout a commencé il y a 33 ans, dans une petite église de Montmartre, sous un ciel d'été trop bleu pour être vrai. J'avais 25 ans. Léonel en avait 32. Il portait un costume gris perle, une cravate en soie, et ce sourire, ce maudit sourire qui m'a fait croire que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. À l'époque, Léonel était chef d'entreprise. Il dirigeait une société d'import-export spécialisée dans les matières premières. Je ne comprenais rien à ce qu'il faisait vraiment, mais je voyais l'argent couler, les restaurants, les voyages, les cadeaux. Il m'offrait des bouquets de pivoine blanche tous les vendredis. Il m'appelait « mon ange » devant ses associés. Je croyais que c'était de l'amour. Aujourd'hui, je sais que c'était du contrôle. Nous nous sommes mariés en juillet 1992. Ma mère pleurait dans la première rangée. Mon père serrait la main de Léonel comme s'il lui confiait un trésor. « Prends soin d'elle », avait-il dit. Léonel avait hoché la tête avec gravité. « Je vous le promets, monsieur. » Il n'a jamais tenu cette promesse. Les 3 premières années ont été douces. Nous vivions dans un appartement du 16e arrondissement, avec vue sur les jardins du Trocadéro. Le matin, je préparais du café dans une cafetière italienne que Léonel avait rapportée de Milan. Il lisait le Figaro en sous-vêtements, les lunettes sur le bout du nez, et je trouvais cela terriblement élégant. Nous parlions de tout, de livres, de politique, de voyages. Il m'écoutait. Enfin, je croyais qu'il m'écoutait. En réalité, il attendait simplement que je finisse de parler pour reprendre la parole. C'est étrange, les détails qu'on remarque après coup. Les fois où il coupait mes phrases. Les fois où il riait de mes idées devant ses amis. Les fois où il haussait les épaules quand je pleurais. « Tu es trop sensible, Alixiane. » Combien de fois ai-je entendu cette phrase? Combien de fois l'ai-je cru? En 1995, Léonel a commencé à rentrer tard, très tard, 2 heures du matin, 3 heures. Parfois, il ne rentrait pas du tout. J'étais avec des clients japonais. Tu sais comment c'est, ils aiment boire jusqu'à l'aube. Je hochais la tête. Je réchauffais son dîner. Je l'attendais. Je me souviens d'une nuit en particulier. C'était en novembre. Il pleuvait. J'étais assise près de la fenêtre, une tasse de thé froid entre les mains. J'ai vu sa voiture se garer en bas de l'immeuble. Il est sorti avec une femme. Elle riait. Il lui tenait la taille. Ils se sont embrassés sous la pluie. Je n'ai rien dit. Je suis retournée me coucher. Et quand il est monté 1 heure plus tard, je faisais semblant de dormir. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous? Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens de ce matin comme si c'était hier. Le test de grossesse posé sur le rebord du lavabo. Les 2 traits roses. Mes mains qui tremblaient. Mon cœur qui battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. J'ai appelé Léonel au bureau. « Je dois te parler. C'est important. » Il est rentré tôt ce soir-là. J'avais préparé son plat préféré. Un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures. J'avais mis la table avec les assiettes en porcelaine de ma grand-mère. J'avais acheté une petite paire de chaussons blancs que j'avais posés au centre de son assiette. Il est entré. Il a regardé la table. Il a regardé les chaussons. Il n'a rien dit. Il s'est servi un verre de vin. Il l'a bu d'un trait. Puis il m'a regardé. « Tu n'as pas réfléchi, Alixiane. Ce n'est pas le bon moment. » Je ne comprenais pas. Pas le bon moment pourquoi? Pour un enfant. J'ai des projets,
des investissements. Je ne peux pas me permettre de ralentir maintenant. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose de petit, de fragile, que je ne savais même pas que je portais. Mais nous en avions parlé. Tu disais que tu voulais une famille. Il a haussé les épaules. J'ai changé d'avis. 3 semaines plus tard, j'ai fait une fausse couche. J'étais seule. Léonel était en voyage d'affaires à Singapour. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec des crampes si violentes que je ne pouvais plus respirer. Il y avait du sang partout. J'ai appelé une ambulance. J'ai appelé ma sœur. J'ai appelé Léonel. Il n'a pas répondu. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. Ma sœur est venue chaque jour. Elle m'apportait des livres, des oranges, du chocolat. Elle ne disait rien. Elle restait juste assise près de moi et parfois elle me tenait la main. Quand Léonel est rentré, 1 semaine plus tard, il m'a apporté un bouquet de roses rouges. Je suis désolée, mon ange. J'ai jeté les roses à la poubelle. C'était la première fois que je lui tenais tête. Ça n'a pas duré longtemps. Les mois qui ont suivi ont été un brouillard. Je ne me souviens plus vraiment de ce que je faisais. Je me levais, je préparais le café, je nettoyais l'appartement, je regardais par la fenêtre. Léonel rentrait de moins en moins. Quand il rentrait, il sentait le parfum d'une autre femme. Je ne disais rien. Je croyais que si je restais gentille, si je restais douce, il reviendrait vers moi. Mais il ne revenait pas. En 1996, il m'a annoncé qu'il partait. Pas pour toujours, juste pour quelques mois. Il ouvrait un bureau à Lyon. Il devait y passer beaucoup de temps. Tu comprends, Alixiane, c'est pour notre avenir. Notre avenir. J'ai hoché la tête. J'ai fait ses valises. Je l'ai regardé partir. Il n'est jamais revenu. Il m'a appelé 3 mois plus tard pour me dire qu'il voulait divorcer. Il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il a juste dit « Ce n'est plus la même chose entre nous, Alixiane. Tu le sais aussi bien que moi. » J'ai raccroché sans un mot. J'ai pleuré pendant des heures. Puis j'ai arrêté de pleurer. Et j'ai commencé à réfléchir. Le divorce a été prononcé en 1997. Le juge a décidé que Léonel devait me verser une pension alimentaire. Pas énorme, mais suffisante pour que je puisse vivre décemment. 3 000 € par mois. C'était écrit noir sur blanc dans le jugement. Léonel a signé les papiers sans broncher. Il n'a jamais payé un seul centime. Les premières années, j'ai essayé de le contacter. J'ai appelé son bureau, j'ai envoyé des lettres, j'ai même pris rendez-vous avec son avocat. Rien. Léonel avait disparu. Enfin, pas vraiment. Il vivait toujours à Lyon. Il dirigeait toujours son entreprise. Il gagnait toujours de l'argent. Mais pour moi, il était devenu un fantôme. Et les années ont passé. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je travaillais comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. Je gagnais juste assez pour payer mon loyer, mes courses, mes factures. Je n'avais plus rien. Plus d'appartements avec vue sur le Trocadéro, plus de bouquets de pivoine, plus de café italien. Juste un petit studio dans le 19e arrondissement, avec une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure grise. Mais j'avais ma dignité, et j'avais décidé que un jour je me battrais. Ce jour est arrivé en 2023. J'avais 56 ans. Cela faisait 26 ans que Léonel ne m'avait rien payé. 26 ans de silence, 26 ans d'oubli. 26 ans pendant lesquels il avait vécu sa vie comme si je n'avais jamais existé. Mais moi, je n'avais rien oublié. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les pensions impayées. Une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et un regard d'acier. Elle s'appelait Maître Colette Arnaud. Quand je lui ai raconté mon histoire, elle n'a pas scié. « Vous avez tous les papiers ? » ?»« Oui. » »« Alors, on va le faire payer. Chaque centime. » Le procès a commencé en janvier 2024. Léonel a été convoqué. Il ne s'est pas présenté. Le juge a reporté l'audience. Léonel a été convoqué une 2e fois. Il a envoyé son avocat, un jeune homme arrogant qui parlait comme si j'étais une mendiante venue réclamer l'aumône. Monsieur Courtoisie conteste les montants réclamés. Il estime que madame n'a pas besoin de cette somme pour vivre. Maître Arnaud s'est levé. Monsieur Courtoisie n'a pas payé un centime de pension depuis 27 ans. Le montant total, intérêts compris, s'élève à 992 000 €. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de justice. Le juge a hoché la tête. Audience suivante dans 3 semaines. Monsieur Courtoisie devra se présenter en personne. C'est après cette audience que tout a basculé. Je suis sortie du tribunal vers 17 h. Il pleuvait. J'ai ouvert mon parapluie et j'ai commencé à marcher vers le métro. C'est là que je les ai vus. 2 hommes. Grands,
large d'épaules, vêtu de blouson sombre. Il me suivait. Je me suis dit que je me faisais des idées, que j'étais parano, que le stress du procès me jouait des tours. Mais quand je me suis arrêtée devant une vitrine, ils se sont arrêtés aussi. Quand j'ai traversé la rue, ils ont traversé aussi. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ai accéléré le pas. Eux aussi. Je suis entrée dans le métro en courant. Je me suis engouffrée dans la première rame qui s'ouvrait. Les portes se sont fermées, juste derrière moi. Les deux hommes sont restés sur le quai. Ils me regardaient. L'un d'eux a souri. Un sourire froid, calculé, qui voulait dire une seule chose. On sait où tu habites. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, les lumières allumées, un couteau de cuisine posé sur ma table de nuit. Je sais que cela peut paraître ridicule. Un couteau, comme si cela pouvait me protéger de quoi que ce soit. Mais c'était tout ce que j'avais. À 3 heures du matin, j'ai entendu des pas dans le couloir. Lents, mesurés. Ils se sont arrêtés devant ma porte. J'ai retenu ma respiration. Une ombre est passée sous la porte. Quelqu'un était là. Quelqu'un attendait. Puis, les pas sont repartis. J'ai attendu l'aube sans bouger, les yeux fixés sur cette porte, persuadée qu'à tout moment elle allait s'ouvrir. Elle ne s'est jamais ouverte. Mais j'ai compris quelque chose cette nuit-là. Léonel ne voulait pas simplement gagner le procès. Il voulait me faire taire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Arnaud. Ils me suivent. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas dit que j'imaginais des choses. Vous êtes en sécurité chez vous? Je ne sais pas. Vous avez de la famille? Des amis chez qui vous pourriez aller? Ma sœur habite à Bordeaux, mais je ne veux pas l'impliquer. Il y a eu un silence. Alixiane, écoutez-moi bien. Ce que fait Léonel est illégal. Si vous vous sentez menacé, nous devons porter plainte. Contre qui? Je n'ai aucune preuve. Je ne connais même pas ces hommes. Alors soyez prudente. Ne sortez pas seule le soir. Variez vos trajets. Et surtout, gardez votre téléphone sur vous en permanence. Si quelque chose arrive, appelez-moi immédiatement. J'ai raccroché. J'avais 56 ans. J'avais travaillé toute ma vie. J'avais payé mes impôts, respecté les règles, fait confiance à la justice. Et maintenant, j'avais peur de sortir de chez moi. Les jours suivants ont été un cauchemar silencieux. Je voyais ces hommes partout, devant le supermarché, à l'arrêt de bus, dans le métro. Parfois, c'était eux. Parfois, c'était mon imagination. Je ne savais plus faire la différence. Je me souviens d'un après-midi en particulier. C'était un jeudi. Je sortais de la boulangerie avec une baguette sous le bras. L'un des hommes, celui qui avait souri sur le quai du métro, était assis à la terrasse du café d'en face. Il buvait un expresso. Il lisait un journal, mais il ne lisait pas vraiment. Je le voyais du coin de l'œil. Ses yeux ne bougeaient pas. Il me regardait. J'ai continué à marcher comme si de rien n'était. J'ai tourné au coin de la rue. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai regardé derrière moi. Il était toujours là, mais maintenant, il était debout, et il marchait dans ma direction. J'ai couru. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Peut-être 2 minutes, peut-être 10. Je me suis retrouvée dans une rue que je ne connaissais pas. Le souffle court, les jambes tremblantes. Il n'était plus derrière moi, mais je savais qu'il reviendrait. La deuxième audience a eu lieu le 23 février 2024. Cette fois, Léonel était présent. Je ne l'avais pas vu depuis 28 ans. 28 ans. Et pourtant, quand il est entré dans la salle d'audience, je l'ai reconnu immédiatement. Il avait vieilli, bien sûr. Ses cheveux étaient tout gris. Son visage était marqué. Mais il avait gardé cette allure, cette élégance froide, ce costume parfaitement coupé, cette façon de marcher comme s'il possédait le monde. Il ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Il s'est assis à côté de son avocat, a croisé les jambes et a attendu que l'audience commence. Le juge a lu le dossier à voix haute. Les 27 années de pension impayées, les relances, les lettres restées sans réponse, les montants accumulés. Monsieur Courtoisie, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Léonel s'est levé lentement. Monsieur le juge, je conteste formellement les montants réclamés. Mon ex-épouse a toujours eu la possibilité de travailler. Elle n'a jamais été dans le besoin. De plus, notre mariage n'a duré que 5 ans. Je ne comprends pas pourquoi je devrais payer une pension à vie pour une union aussi brève. J'ai senti quelque chose exploser dans ma poitrine. 5 ans. Il réduisait notre mariage à 5 ans. Comme si les 3 premières années n'avaient pas existé. Comme si la fausse couche n'avait pas existé. Comme si la douleur n'avait pas existé. Maître Arnaud s'est levé à son tour.
Monsieur Courtoisie, le jugement de divorce de 1997 stipule clairement que vous devez verser une pension alimentaire mensuelle de 3 000 €. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une décision de justice. Et vous ne l'avez jamais respectée. Léonel a souri. Ce sourire, ce maudit sourire que je connaissais si bien. J'ai eu des difficultés financières, maître. Mon entreprise a traversé des périodes compliquées. Je n'ai pas toujours eu les moyens de payer. Pourtant, vous avez acheté une villa à Aix-en-Provence en 2012. Vous possédez 3 voitures de luxe. Vous voyagez régulièrement en première classe. Où sont ces difficultés financières, monsieur Courtoisie? Le silence dans la salle était assourdissant. Léonel a baissé les yeux. Ce sont des investissements professionnels. Des investissements professionnels. Bien sûr, le juge a frappé son marteau. L'audience est reportée au 20 mars. D'ici là, monsieur Courtoisie, je vous conseille vivement de préparer des justificatifs financiers complets. Cette cour ne tolère pas les dérobades. Je suis sorti du tribunal avec un sentiment étrange. Quelque chose entre la victoire et la peur. Maître Arnaud marchait à côté de moi. Il ment, bien sûr, mais nous le savons, le juge le sait aussi. Et maintenant? Maintenant, on attend, et on se prépare à gagner. J'ai hoché la tête. Mais dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Qu'est-ce que Léonel va faire maintenant? La réponse est venue 2 jours plus tard. J'étais chez moi, en train de préparer du thé, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Silence. Allô? Toujours rien. Juste une respiration. Lente, régulière. Qui est-ce? La voix qui a répondu était grave, presque inaudible. Vous devriez retirer votre plainte, Madame Courtoisie, pour votre bien. Mon sang s'est glacé. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous veut du bien. Retirez votre plainte. Oubliez cette histoire. Vous n'avez rien à gagner. Je ne retirerai rien du tout. Il y a eu un rire sec, sans joie. Alors vous allez le regretter. Il a raccroché. J'ai laissé tomber le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'ai renversé ma tasse de thé. Le liquide brûlant s'est répandu sur la table, puis sur le sol. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, debout, à regarder le thé couler, incapable de réfléchir, incapable de respirer. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cette nuit-là, j'ai à nouveau dormi avec la lumière allumée. Mais cette fois, je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps. À minuit, quelqu'un a glissé une enveloppe sous ma porte. Je l'ai entendu. Le bruit léger du papier sur le carrelage. Puis les pas qui s'éloignaient. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes. Puis je me suis levé. L'enveloppe était blanche, sans adresse, sans timbre. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une photo de moi, prise devant chez moi, la veille. Et au dos, un mot écrit à la main. On sait où vous habitez. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Arnaud en pleurant. Elle est venue immédiatement. Elle a regardé la photo. Elle a lu le mot. Nous portons plainte, maintenant. Mais je n'ai aucune preuve que c'est Léonel. Nous n'avons pas besoin de preuves pour porter plainte pour menace. La police ouvrira une enquête. Nous sommes allés au commissariat l'après-midi même. L'agent qui nous a reçus était un homme d'une 40aine d'années, avec une moustache grise et un regard fatigué. Vous pensez que c'est votre ex-mari qui vous envoie ces menaces? Je ne sais pas. Mais ça a commencé après le début du procès. Et il y a des témoins? Des caméras de surveillance? Non, il a soupiré. Écoutez, madame, je vais enregistrer votre plainte, mais sans preuve, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Donc, je dois attendre qu'il m'arrive quelque chose pour que vous agissiez? Il n'a pas répondu. Maître Arnaud a posé une main sur mon épaule. Allons-y, nous avons d'autres options. En sortant du commissariat, j'ai senti cette sensation familière, cette sensation d'être observé. Je me suis retourné. L'un des hommes était là, appuyé contre un lampadaire. Il fumait une cigarette. Il me regardait. Cette fois, je n'ai pas couru. Je me suis avancé vers lui. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il a tiré une dernière bouffée de sa cigarette, puis l'a écrasée sous son pied. « Je ne vous veux rien, madame. Je fais juste mon travail. »« Votre travail ?» Il a souri. « On m'a payé pour vous suivre, pour m'assurer que vous compreniez bien le message. »« Quel message ? » Que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Il s'est approché. Trop près. Je sentais son haleine. Tabac et menthe. « Retirez votre plainte, Madame Courtoisie.
où les choses vont devenir très désagréables. Maître Arnaud m'a tiré en arrière. Si vous l'approchez encore une fois, j'appelle la police. L'homme a levé les mains en signe de reddition, toujours souriant. Pas de problème, maître. Je m'en vais. Mais réfléchissez bien. Vous avez jusqu'à la prochaine audience. Il est parti en sifflotant. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. J'ai pris quelques vêtements, mes papiers, mon ordinateur. J'ai appelé ma sœur. Je viens chez toi. Quoi? Maintenant? Oui, je t'expliquerai. Alixiane, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, ne pose pas de questions. J'arrive demain. J'ai raccroché. J'ai regardé mon appartement une dernière fois. Ce petit studio où j'avais vécu pendant 20 ans. Ces murs gris. Cette fenêtre qui donnait sur une cour intérieure. Ce silence. Je me suis dit que peut-être je ne reviendrai jamais. Le train pour Bordeaux partait à 6 heures du matin. J'ai pris le métro à 5 heures. Les rames étaient presque vides. Quelques travailleurs de nuit. Quelques étudiants fatigués. Et moi, une femme de 56 ans, avec un sac à dos et une valise, fuyant sa propre ville parce qu'un homme avait décidé qu'elle ne méritait pas justice. À la gare Montparnasse, j'ai acheté un café au distributeur automatique. Il était tiède et amer, mais je l'ai bu quand même. J'ai attendu sur le quai. Le train est arrivé. Je suis montée. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. La femme du dernier wagon. Elle était assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. Elle devait avoir 70 ans, peut-être plus. Ses cheveux blancs étaient bas coiffés en chignon. Elle portait un manteau beige et une écharpe en laine. Elle m'a regardé monter. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde. Puis elle a baissé les yeux sur son livre. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai trouvé une place quelques rangées plus loin. J'ai posé ma valise. Je me suis assise. Le train a démarré. Paris défilait derrière la vitre. Les immeubles gris, les ponts, la Seine. Tout ce que je laissais derrière moi. Je me suis endormie sans m'en rendre compte. Je me suis réveillée 2 heures plus tard. Le train roulait en pleine campagne. Des champs verts, des vaches, un ciel bleu pâle. J'ai regardé autour de moi. La femme au manteau beige n'était plus là. Mais sur le siège à côté de moi, il y avait quelque chose, un morceau de papier plié en deux. Je l'ai pris, je l'ai déplié. Ne prenez pas ce train jusqu'au bout. Descendez à Poitiers, changez de ligne. Ne faites confiance à personne. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi. Personne. Le wagon était presque vide. Qui avait laissé ce message? Et surtout, comment savait-il où j'allais? Je suis descendue à Poitiers. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par instinct, peut-être par peur, peut-être parce que ce bout de papier portait quelque chose que je reconnaissais. La voix d'une femme qui avait compris. La gare de Poitiers était petite, calme, presque déserte. Il était 9 heures du matin. Le soleil perçait à travers les nuages. L'air sentait la pluie récente et le café. Je me suis assise sur un banc, ma valise à mes pieds, le message froissé entre mes doigts. Ne faites confiance à personne. Mais qui pouvait savoir que je prenais ce train? Personne, sauf ma sœur et cette femme au manteau beige que je ne connaissais pas. J'ai attendu 1 heure, peut-être 2. Je regardais les trains arriver et repartir. Les voyageurs pressaient le pas. Les pigeons picoraient des miettes près des poubelles. Je me sentais invisible, transparente, comme si le monde continuait sans moi. Puis mon téléphone a sonné. Ma sœur. « Alixiane, où es-tu? Tu devais arriver il y a 2 heures. J'ai raté le train. » « Tu as raté le train? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Nathalie, je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais je ne viens plus. » Il y a eu un silence. « Alixiane, tu me fais peur. Je sais, je suis désolée, mais je dois régler ça toute seule. » « Régler quoi? De quoi tu parles? Je t'appellerai plus tard, je te promets. » J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. J'ai éteint mon téléphone. J'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais plus faire confiance à personne, pas même à ma propre famille. Parce que si ces hommes savaient que je prenais ce train, c'est qu'ils avaient accès à mes communications, mes appels, mes messages. Ma vie entière était surveillée. Je suis restée à Poitiers pendant 3 jours. J'ai dormi dans un petit hôtel près de la gare, une chambre au 2e étage, avec une fenêtre qui donnait sur une rue étroite. Le papier peint était jauni, le lit grinçait, mais c'était propre, discret, et surtout, personne ne me connaissait là-bas. J'ai passé ces 3 jours à réfléchir, à essayer de comprendre. Comment Léonel avait-il su que je prenais ce train? Comment avait-il organisé tout cela? Et surtout, jusqu'où était-il prêt à aller pour me faire taire? Le 3e soir, j'ai rallumé mon téléphone.
15 appels manqués, 8 messages vocaux, tous de ma sœur, de Maître Arnaud et d'un numéro inconnu. J'ai écouté les messages. Ma sœur paniquait. Elle avait appelé la police. Elle pensait qu'il m'était arrivé quelque chose. Maître Arnaud était inquiète, mais calme. Elle me demandait de la rappeler dès que possible. Et le numéro inconnu, le message était court. Une voix masculine, froide. « Vous ne pouvez pas fuir éternellement, Madame Courtoisie. » J'ai effacé le message. J'ai éteint le téléphone. J'ai pleuré. Le lendemain matin, je suis retournée à Paris. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à rentrer. Peut-être la colère, peut-être la fierté, peut-être simplement parce que je n'avais nulle part où aller. Mais je savais une chose, je ne retirerai pas ma plainte, même si cela me coûtait tout. L'audience du 20 mars 2024 est arrivée plus vite que je ne l'aurais voulu. Je n'avais pas dormi de la nuit. J'avais enfilé une robe noire, simple, attaché mes cheveux, mis un peu de rouge à lèvres. Je voulais avoir l'air digne, forte, mais à l'intérieur, j'étais terrorisée. Maître Arnaud m'attendait devant le tribunal. « Où étiez-vous passé ? J'ai essayé de vous joindre pendant des jours. J'avais besoin de réfléchir. » Elle m'a regardé longuement. « Alixiane, si vous voulez arrêter, c'est le moment de me le dire. Personne ne vous jugera. Ce que vous vivez, personne ne devrait avoir à vivre ça. » J'ai secoué la tête. « Non, je vais jusqu'au bout. » Elle a posé sa main sur mon épaule. « Alors, allons-y. » La salle d'audience était pleine. Des avocats, des greffiers, des justiciables qui attendirent leur tour. Léonel était déjà là, assis au premier rang, impeccable dans son costume gris anthracite. Cette fois, il m'a regardé. Juste une seconde. Un regard froid, calculé, qui voulait dire une seule chose. « Tu ne gagneras pas. » J'ai soutenu son regard. Je ne savais pas encore si j'allais gagner, mais je savais que je ne baisserais pas les yeux. Le juge est entré. Nous nous sommes levés. Affaire courtoisie contre courtoisie. Veuillez vous asseoir. L'avocat de Léonel a pris la parole en premier. Monsieur le juge, mon client reconnaît qu'il n'a pas respecté l'intégralité du jugement de divorce. Cependant, il souhaite rappeler que Madame Courtoisie a toujours été en capacité de travailler et qu'elle n'a jamais été dans une situation de précarité absolue. Maître Arnaud s'est levé. Monsieur le juge, ce que l'avocat de la partie adverse omet de mentionner, c'est que Madame Courtoisie a travaillé toute sa vie précisément parce que son ex-mari ne respectait pas ses obligations. Elle a dû subvenir seule à ses besoins pendant 27 ans. Ce n'est pas une question de précarité, c'est une question de justice. Le juge a feuilleté le dossier. « Maître, votre client a-t-il apporté les justificatifs financiers que j'avais demandés lors de la dernière audience ?» L'avocat de Léonel a toussé. « Oui, monsieur le juge, mais nous contestons l'interprétation qui en est faite. Je ne vous demande pas votre interprétation. Je vous demande des faits. » Il y a eu un silence gêné. « Monsieur Courtoisie, levez-vous. » Léonel s'est levé lentement. « Monsieur Courtoisie, vous dirigez une entreprise prospère. Vous possédez plusieurs biens immobiliers. Vous avez un train de vie confortable. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, pendant 27 ans, vous n'avez jamais versé un centime à votre ex-épouse ?» Léonel a hésité. « Monsieur le juge, j'ai eu des difficultés. Des difficultés. Pendant 27 ans. » Oui, le juge a retiré ses lunettes. Il a frotté ses yeux. Puis il a regardé Léonel droit dans les yeux. « Monsieur Courtoisie, je ne sais pas si vous me prenez pour un imbécile ou si vous pensez vraiment que cette cour va avaler vos mensonges. Mais je vais être très clair avec vous. Vous avez bafoué une décision de justice pendant près de 3 décennies. Vous avez ignoré vos obligations légales. Et maintenant, vous venez ici avec des excuses pitoyables. » Il a remis ses lunettes. Le jugement sera rendu dans 2 semaines. D'ici là, je vous conseille de réfléchir très sérieusement aux conséquences de vos actes. Il a frappé son marteau. Audience levée. Je suis sorti du tribunal avec un sentiment étrange. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Maître Arnaud souriait. Il est de notre côté. Je le sens. Vous croyez ? J'en suis sûr. Nous avons marché en silence pendant quelques minutes. Puis elle s'est arrêtée. Alixiane, je dois vous dire quelque chose. Quoi ? J'ai reçu un appel. De l'avocat de Léonel. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il propose un arrangement à l'amiable. Léonel est prêt à vous verser une somme forfaitaire. 200 000 €. En échange, vous retirez votre plainte et vous renoncez à toute réclamation future. J'ai cligné des yeux. 200 000 €? Mais il me doit presque 1 million. Je sais, c'est une insulte, mais c'est leur dernière offre. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a haussé les épaules.
Je pense que c'est à vous de décider. Si vous acceptez, vous aurez l'argent rapidement, et tout cela sera terminé. Si vous refusez, nous continuons, et vous risquez de gagner beaucoup plus, ou de perdre. J'ai regardé le ciel. Il était gris, lourd, menaçant. Je refuse. Vous êtes sûr? Oui. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de justice. Elle a hoché la tête. Alors nous continuons. Cette nuit-là, j'ai à nouveau reçu un appel. Le même numéro inconnu. Cette fois, je n'ai pas décroché. Mais le message vocal était là, le lendemain matin. Vous avez fait une erreur, Madame Courtoisie. Une très grosse erreur. Les jours suivants ont été un brouillard. Je continuais à voir ces hommes. Partout. Tout le temps. Devant mon immeuble, dans le métro, au supermarché. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé ma porte entr'ouverte. Je n'étais pas entré. J'avais appelé la police. Ils étaient en venue. Ils avaient inspecté l'appartement. Rien n'avait été volé. Rien n'avait été cassé. Mais quelqu'un était entré. Quelqu'un avait fouillé mes affaires. Et sur mon lit, il y avait une photo. Une photo de moi. Prise à travers la fenêtre de mon appartement. Au dos, un mot. Dernière chance. J'ai passé cette nuit-là chez Maître Arnaud. Elle habitait un appartement lumineux dans le Marais, avec des bibliothèques pleines de livres et un chat roux qui dormait sur le canapé. Elle m'a fait du thé. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Vous savez, Alixiane, vous n'êtes pas obligé de continuer. Personne ne vous en voudra si vous arrêtez maintenant. Et si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Léonel gagne. Il continue sa vie comme si rien ne s'était passé. Et vous? Vous vivez avec le regret. J'ai bu une gorgée de thé. J'ai vécu avec le regret pendant 27 ans. Je ne veux plus vivre comme ça. Elle a souri. Alors, nous allons gagner. Ensemble. Le jugement a été rendu le 5 avril 2024. J'étais assise au premier rang, les mains croisées sur mes genoux, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Léonel était là, impassible. Le juge est entré. Nous nous sommes levés. Veuillez vous asseoir. Il a ouvert un dossier. Il a commencé à lire. Dans l'affaire Courtoisie contre Courtoisie, la Cour a examiné l'ensemble des éléments présentés par les deux parties. Il a tourné une page. Il ressort clairement des faits que M. Léonel Courtoisie n'a jamais respecté ses obligations légales telles que définies dans le jugement de divorce de 1997. Pendant 27 années consécutives, il a délibérément ignoré une décision de justice, privant son ex-épouse des ressources auxquelles elle avait légalement droit. J'ai retenu ma respiration. En conséquence, la Cour condamne M. Léonel Courtoisie à verser à Mme Alixiane Courtoisie la somme totale d'1 052 000 €, correspondant aux arriérés de pension alimentaire, intérêts et dommages et intérêts compris. J'ai fermé les yeux. 1 052 000 €. J'avais gagné. De plus, compte tenu de la gravité des faits et du mépris manifeste de M. Courtoisie envers les décisions de justice, la Cour ordonne une enquête pour déterminer si des poursuites pénales doivent être engagées. Léonel s'est levé brusquement. C'est une honte. Le juge a frappé son marteau. Monsieur Courtoisie, je vous conseille de vous rasseoir immédiatement. Léonel tremblait de rage. Cette femme m'a ruiné. Non, monsieur, vous vous êtes ruiné vous-même. Asseyez-vous. Il s'est rassis lentement. Le juge a refermé son dossier. Audience levée. Je suis sorti du tribunal en état de choc. Maître Arnaud m'a serré dans ses bras. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Je n'arrivais pas à parler. Je hochais juste la tête, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. 27 ans. 27 ans d'attente, de silence, de douleur. Et enfin, justice. Mais ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, j'ai compris que ce n'était pas terminé. Parce que Léonel ne laisserait jamais passer ça. Et j'avais raison. Les jours qui ont suivi le jugement ont été étranges. J'avais gagné. J'avais obtenu justice. Mais je ne ressentais pas de joie. Juste une fatigue profonde, ancienne, qui remontait de très loin. Et cette peur qui ne me quittait plus. Parce que je savais que Léonel n'accepterait jamais cette défaite. Le premier signe est arrivé 3 jours après le jugement. J'étais chez moi, en train de ranger mes papiers juridiques dans une boîte en carton. Les jugements, les courriers, les preuves de toutes ces années perdues. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. 1 million d'euros. C'est beaucoup d'argent pour une femme seule. J'espère que vous saurez bien le dépenser. Mon sang s'est glacé. J'ai bloqué le numéro immédiatement. Mais 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé.
d'un autre numéro. On ne peut pas fuir la justice des hommes, mais on ne peut pas fuir non plus celle de la rue. J'ai éteint mon téléphone. Mes mains tremblaient. Le lendemain, Maître Arnaud m'a convoqué dans son bureau. Elle avait un visage grave. « Alixiane, j'ai reçu un appel. De l'avocat de Léonel. »« Encore ?» Il dit que son client fait appel du jugement. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. « Appel ? Mais il peut faire ça ? » ?»« Oui, c'est son droit. Mais ne vous inquiétez pas. Le jugement est solide. Les preuves sont accablantes. Il ne gagnera pas en appel. Combien de temps ça va prendre ? 6 mois, peut-être 1 an. 1 an. 1 an de plus à vivre dans la peur. 1 an de plus à regarder par-dessus mon épaule. 1 an de plus à attendre. Et l'argent ? Tant que l'appel est en cours, il ne peut pas être versé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr que Léonel avait trouvé un moyen de retarder encore, de me faire souffrir encore. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise près de la fenêtre, à regarder la rue déserte en bas. Les lampadaires projetaient des ombres longues sur le trottoir. À 3 heures du matin, une voiture s'est garée devant mon immeuble. Une voiture noire, aux vitres teintées. Elle est restée là, moteur éteint. Personne n'en est sorti. Elle est restée jusqu'à l'aube. Puis elle est repartie. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Arnaud. Il me surveille, jour et nuit. Vous en êtes sûr ? J'ai vu la voiture. Elle était là toute la nuit. Vous avez relevé la plaque ? Non, j'avais trop peur de m'approcher. Elle a soupiré. Alixiane, écoutez-moi bien. Vous devez quitter cet appartement. C'est trop dangereux. Et aller où ? Chez votre sœur, chez des amis, n'importe où, mais pas là. Je ne veux pas impliquer ma famille. Alors je vais vous trouver un endroit sûr. Laissez-moi quelques heures. Elle a trouvé un petit studio à louer dans le 17e arrondissement. Un immeuble discret, sans gardien, avec une porte blindée et une cour intérieure fermée. J'ai déménagé le soir même. J'ai pris l'essentiel. Des vêtements, mes papiers, mon ordinateur. Le reste, je l'ai laissé. Je me suis installée dans ce nouveau lieu comme une fugitive. Les rideaux toujours tirés. La porte verrouillée de l'intérieur. Le téléphone éteint la plupart du temps. Je vivais dans une cage invisible. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans le silence. Je ne sortais que pour faire les courses, toujours le matin, toujours dans des magasins différents. Je variais mes trajets. Je ne parlais à personne. Maître Arnaud m'appelait tous les 2 jours pour prendre des nouvelles. « Tout va bien ? » ? « Oui. » « Vous ne voyez plus personne qui vous suit ? » ? « Non. » Mais je mentais, parce que je les voyais encore. Pas devant mon immeuble, pas dans ma rue, mais ailleurs, au détour d'une rue, dans le métro, à la terrasse d'un café. Toujours les mêmes visages, toujours ce même regard froid. Ils voulaient que je sache qu'ils étaient là, qu'ils ne m'oubliaient pas. Un soir de fin avril, je suis allée au supermarché près de chez moi. Il était 19 heures. La nuit tombait déjà. Les rues se vidaient. J'ai acheté du pain, du lait, quelques légumes, rien de particulier. Juste de quoi tenir quelques jours. En sortant, j'ai eu cette sensation familière. Cette sensation d'être observée. Je me suis retournée. Personne. J'ai accéléré le pas. Derrière moi, des pas se sont mis à accélérer aussi. J'ai couru. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Peut-être 5 minutes, peut-être 10. Je courais sans réfléchir, le sac de course cognant contre mes jambes, le souffle court. Je me suis engouffrée dans le métro. J'ai descendu les escaliers 4 à 4. J'ai sauté dans la première rame qui s'ouvrait. Les portes se sont fermées. Et là, sur le quai, je l'ai vu. L'un des hommes. Il me regardait. Il ne courait pas. Il ne criait pas. Il restait juste là, immobile, les mains dans les poches. Et il souriait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Vivre dans la peur, me cacher, fuir. Ce n'était pas vivre, c'était survivre. Et je ne voulais plus survivre. Je voulais vivre. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Arnaud. Je veux porter plainte. Contre Léonel. Pour harcèlement, intimidation, menace. Vous avez des preuves ? J'ai les messages, les photos, les témoignages de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas suffisant pour prouver que c'est Léonel qui est derrière tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Qu'il me tue ? Il y a eu un silence. Alixiane, je vous comprends, mais sans preuve directe, la police ne pourra rien faire. Donc je dois juste attendre ? Non. Vous devez être prudente. Et vous devez documenter tout ce qui se passe. Si vous voyez ces hommes, prenez des photos.
Si vous recevez des menaces, gardez tout. Construisez un dossier. J'ai raccroché. J'ai pleuré. Puis, j'ai arrêté de pleurer. Et j'ai commencé à documenter. Les jours suivants, j'ai pris des photos. Beaucoup de photos. La voiture noire garée devant mon ancien immeuble. Les hommes qui me suivaient dans le métro. Les messages que je recevais. J'ai tout gardé. Tout archivé. Tout classé. J'ai construit mon dossier. Pièce par pièce. Preuve par preuve. Le 12 mai 2024, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais dans le métro, ligne 13, direction Châtillon-Montrouge. Il était 18 heures, l'heure de pointe. La rame était bondée. Je me tenais près de la porte, mon sac serré contre moi. À la station Montparnasse Bienvenue, 2 hommes sont montés. Je les ai reconnus immédiatement. Les mêmes qui me suivaient depuis des semaines. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Ils se sont placés de chaque côté de moi. Ils ne me regardaient pas. Ils ne parlaient pas. Mais je sentais leur présence. Lourde, menaçante. À la station suivante, l'un d'eux s'est penché vers moi. « Madame Courtoisie ». Sa voix était basse, presque un murmure. « Vous êtes têtue. C'est une qualité. Mais ça peut aussi être un défaut. » Je n'ai pas répondu. Je ne bougeais pas. Je fixais la porte, priant pour qu'elle s'ouvre. « Vous avez gagné au tribunal. Félicitations. Mais il y a d'autres tribunaux. Des tribunaux moins officiels. » La rame s'est arrêtée. La porte s'est ouverte. Je suis sorti précipitamment. Les 2 hommes sont restés dans la rame. Mais avant que les portes ne se referment, l'un d'eux a crié « On se reverra bientôt, Madame Courtoisie. » Je suis rentré chez moi en tremblant. J'ai verrouillé la porte. J'ai tiré tous les rideaux. J'ai vérifié toutes les fenêtres. Puis je me suis assise par terre, le dos contre le mur, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le noir, tous les sens en alerte, attendant qu'ils viennent. Parce que je savais qu'ils viendraient. Ce n'était qu'une question de temps. Mais ils ne sont pas venus cette nuit-là, ni la suivante, ni celle d'après. Au lieu de ça, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Le 15 mai, j'ai reçu une lettre. Elle n'avait pas été postée. Elle avait été glissée sous ma porte pendant la nuit. L'enveloppe était blanche, sans adresse, sans timbre. Je l'ai ramassée avec précaution, comme si elle pouvait exploser. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, pliée en 2. Et dessus, un message écrit à la main. « Vous êtes suivi, mais vous êtes aussi protégé. Faites-moi confiance. Une amie. » J'ai relu le message 10 fois, 20 fois. « Vous êtes aussi protégé. » Protégé? Par qui? Comment? J'ai regardé la porte. Personne. J'ai regardé par la fenêtre. La rue était déserte. Qui m'avait laissé ce message? Et surtout, pouvais-je faire confiance? Les jours suivants ont été un mélange de peur et de curiosité. Je continuais à voir les hommes. Mais maintenant, je cherchais autre chose, quelqu'un d'autre. Cette amie invisible qui prétendait me protéger. Je ne l'ai pas trouvée. Mais elle m'a trouvée. Le 22 mai, j'étais dans un café près de la gare Montparnasse. Je buvais un thé, un livre ouvert devant moi que je ne lisais pas vraiment. Une femme est entrée. Elle devait avoir 70 ans, peut-être plus. Cheveux blancs, coiffés en chignon. Manteau beige, écharpe en laine. Elle s'est assise à la table à côté de la mienne. Elle a commandé un café. Puis, sans me regarder, elle a dit à voix basse « Ne vous retournez pas. Ne faites pas de gestes brusques. Écoutez simplement. » Mon cœur s'est arrêté. « Vous êtes Alixiane Courtoisie. Vous avez gagné votre procès contre votre ex-mari. Mais maintenant, il veut vous faire payer. Il a engagé 2 hommes pour vous intimider, pour vous faire peur, pour vous pousser à renoncer à l'argent. » Je ne bougeais pas. Je fixais mon livre, incapable de respirer. « Ces hommes ne vous feront pas de mal. Pas encore. Ils ont reçu l'ordre de vous faire peur. Rien de plus. Mais si vous ne cédez pas, les ordres changeront. » Elle a bu une gorgée de café. Je les surveille depuis 3 semaines. Je sais qui ils sont. Je sais où ils vont. Je sais ce qu'ils préparent. Et je sais que dans quelques jours, ils vont passer à l'action. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a vu trop de femmes se faire briser par des hommes comme votre ex-mari. Quelqu'un qui a décidé que ça suffit. Elle s'est levée. Dans 3 jours, vous prendrez le train de nuit pour Bordeaux. Vous monterez dans le dernier wagon. Je vous donnerai un message. Suivez-le à la lettre. Mais pourquoi? Parce que dans 3 jours, ces hommes vont venir chez vous. Et si vous êtes là, vous ne sortirez pas vivante.
Elle a posé quelques pièces sur la table et elle est partie. Je suis restée là, figée, incapable de bouger, incapable de penser. Cette nuit-là, j'ai à nouveau pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de soulagement. Parce que pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus seule. Quelqu'un veillait sur moi. Le 25 mai 2024, j'ai pris le train de nuit pour Bordeaux. Comme elle me l'avait dit, j'avais préparé un petit sac, quelques vêtements, mes papiers, mon téléphone éteint. Je n'avais prévenu personne, pas ma sœur, pas maître Arnaud, personne. J'avais simplement fait confiance. La gare Montparnasse était presque vide à 23 heures. Quelques voyageurs pressés. Des sans-abri endormis sur les bancs, des agents de sécurité qui faisaient leur ronde. J'ai acheté mon billet. Dernier wagon, comme elle me l'avait dit. Le train attendait sur le quai, long serpent de métal et de lumière dans la nuit. Je suis montée. Le dernier wagon était presque désert. Quelques personnes éparpillées. Un homme qui dormait déjà, la bouche ouverte. Une jeune femme avec des écouteurs. Un couple qui parlait à voix basse. Et elle, la femme au manteau beige. Assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur les genoux. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde. Elle a baissé les yeux. Je me suis assise quelques rangées plus loin. Le train a démarré. Nous avons roulé en silence pendant une demi-heure, peut-être plus. Je regardais défiler les lumières de Paris par la fenêtre, les immeubles, les ponts, la Seine noire sous la lune. Puis elle s'est levée. Elle a marché lentement dans l'allée, comme si elle allait aux toilettes. En passant à côté de moi, elle a glissé quelque chose dans ma main. Un bout de papier. Ses doigts étaient glacés. Elle n'a rien dit. Elle a continué jusqu'au bout du wagon. Puis elle est descendue à la station suivante, sans un regard en arrière. J'ai attendu que le train reparte pour déplier le papier. Gare centrale. Descendez. Ne posez pas de questions. Mes mains tremblaient autant que les siennes quelques secondes plus tôt. Gare centrale. Poitiers. Dans 1 heure et demie. Pourquoi Poitiers? Qu'est-ce qui m'attendait là-bas? Mais je n'ai pas posé de questions. Je lui avais fait confiance jusque-là. J'allais continuer. Je suis descendue à Poitiers à 1 heure du matin. La gare était déserte, silencieuse. Juste les néons qui bourdonnaient au plafond. J'ai attendu. 5 minutes, 10 minutes. Puis une voiture s'est garée devant la gare. Une petite Peugeot grise. La femme au manteau beige était au volant. Elle a baissé la vitre. Montée. J'ai hésité une seconde. Puis je suis montée. Nous avons roulé en silence pendant 20 minutes. Elle conduisait vite, mais avec précision. Les rues désertes, les feux rouges que nous respections quand même. Puis, elle s'est garée devant un petit immeuble dans un quartier résidentiel. Vous allez rester ici cette nuit. Demain, je vous expliquerai tout. Mais qui êtes-vous? Elle m'a regardée pour la première fois vraiment. Ses yeux étaient fatigués, mais déterminés. Quelqu'un qui sait ce que c'est d'avoir peur. L'appartement était petit, propre, anonyme, un canapé-lit, une kitchenette, une salle de bain. Elle m'a donné des draps, une serviette. Dormez. Demain, tout sera plus clair. Elle est partie. Je me suis allongée sur le canapé-lit, tout habillée, incapable de fermer les yeux. Dehors, la nuit était silencieuse. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en sécurité. Le lendemain matin, elle est revenue avec des croissants et du café. Nous nous sommes assises à la petite table de la cuisine. Vous voulez savoir qui je suis? Oui. Je m'appelle Marguerite Dulac. J'ai 74 ans. Et pendant 40 ans, j'ai travaillé pour la police judiciaire. Mon cœur s'est arrêté. La police? Oui, retraitée depuis 10 ans. Mais certaines habitudes ne partent jamais. Elle a bu une gorgée de café. Il y a 3 mois, j'ai entendu parler de votre affaire. Un procès pour pension impayée. Rien d'exceptionnel. Mais quelque chose m'a intriguée. Alors j'ai commencé à creuser. Pourquoi? Elle a souri tristement. Parce que j'ai vécu la même chose que vous, il y a longtemps. Un mari qui promettait tout et ne donnait rien. Un divorce, une pension jamais versée. Et des menaces. Beaucoup de menaces. Elle a posé sa tasse. Sauf que moi, je travaillais dans la police. Je savais me défendre. Mais vous êtes seul. J'ai commencé à surveiller les hommes qui vous suivaient. 2 types. Des petits voyous. Ils travaillent pour un intermédiaire qui travaille pour votre ex-mari. Vous les connaissez? Je sais qui ils sont. J'ai leur nom, leur casier, tout. Alors pourquoi vous ne les avez pas dénoncés à la police? Elle a secoué la tête. Parce qu'ils sont juste des exécutants. C'est votre ex-mari qu'il faut attraper. Et pour ça, j'ai besoin de preuves. Des preuves solides.
Quelle preuve? Elle a sorti son téléphone. Elle m'a montré une série de photos. Les 2 hommes, devant mon immeuble, dans le métro, à la terrasse d'un café. Ça, ce sont des preuves de harcèlement. Mais ce n'est pas suffisant. Elle a fait défiler une autre photo. Les 2 hommes parlant avec un 3e homme, plus âgé, costume sombre. Lui, c'est l'intermédiaire. Il gère les affaires délicates pour votre ex-mari. Puis une dernière photo. Léonel, en train de serrer la main de l'intermédiaire, devant un restaurant chic. Ça, c'est la preuve que votre ex-mari les a engagés. J'ai regardé la photo. Léonel souriait. Vous avez tout ça depuis quand? 3 semaines. Et vous avez attendu tout ce temps pour me prévenir? Je devais être sûre, et je devais attendre le bon moment. Elle a refermé son téléphone. Hier soir, j'ai intercepté une conversation entre les 2 hommes. Ils ont reçu l'ordre de passer à l'action cette nuit. Mon sang s'est glacé. Passer à l'action? Vous intimider physiquement? Vous faire peur pour de bon? Peut-être plus? Plus? Vous voulez dire, je ne sais pas exactement, mais je ne voulais pas prendre de risques. Elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est pour ça que je vous ai fait partir. Marguerite m'a demandé de rester à Poitiers pendant quelques jours, le temps que les choses se calment, et surtout, le temps que je finalise le dossier. Quel dossier? Celui qui va envoyer votre ex-mari en prison. J'ai passé 3 jours dans cet appartement discret. Marguerite venait le matin et le soir. Elle m'apportait à manger, des nouvelles, du réconfort. Entre ces visites, je tournais en rond. Je regardais par la fenêtre. Je pensais à tout ce qui s'était passé. 27 ans. 27 ans d'attente pour en arriver là. Caché dans un appartement inconnu. Protégé par une inconnue qui était devenue ma seule alliée. La vie est étrange parfois. Le 3e jour, Marguerite est arrivée avec un dossier épais sous le bras. J'ai tout. Elle a étalé les documents sur la table. Photos, enregistrement audio, relevé bancaire, message texte. Regardez. Elle a pointé du doigt un relevé bancaire. Votre ex-mari a versé 15 000 € à l'intermédiaire le 8 avril, 3 jours après le jugement. Comment vous avez eu ça? J'ai mes contacts. Elle a sorti son téléphone. Et ça, c'est un enregistrement que j'ai fait il y a 2 jours. Elle a appuyé sur lecture. Une voix masculine, grave, menaçante. Tu lui fais comprendre qu'elle doit lâcher l'affaire. Tu fais ce qu'il faut, mais pas de traces. Une autre voix, plus jeune. Et si elle refuse? Alors tu montes d'un cran. Mais tu restes propre. Marguerite a arrêté l'enregistrement. La première voix, c'est l'intermédiaire. La deuxième, c'est l'un des 2 types qui vous suivaient. Et Léonel? Je n'ai pas sa voix directement, mais j'ai la preuve du paiement, et j'ai les témoignages des hommes qu'il a engagés. Des témoignages? Ils ont parlé? Elle a souri. Pas encore, mais ils vont parler. Croyez-moi. Le 29 mai, nous sommes retournés à Paris. Marguerite conduisait. Moi, j'étais assise à côté d'elle, le dossier sur mes genoux. Où on va? Au commissariat. Porter plainte. Pour de bon cette fois. Vous pensez qu'ils vont nous croire? Avec ce dossier, ils n'auront pas le choix. Le commissaire qui nous a reçus était une femme d'une 50aine d'années. Cheveux courts, regard sérieux. Marguerite a posé le dossier sur son bureau. « Bonjour, commissaire Leblanc. Je suis Marguerite Dulac, ancienne inspectrice de la PJ. Voici Madame Courtoisie. Nous venons déposer plainte pour harcèlement, intimidation et tentative de coercition. » La commissaire a ouvert le dossier. Elle a feuilleté les documents. Son visage est resté impassible. Puis elle a levé les yeux. « C'est du solide. Je sais. Vous avez tout fait ça toute seule? » « Oui. » La commissaire a souri légèrement. « Vous n'avez pas perdu la main, Marguerite. La plainte a été enregistrée immédiatement. Le lendemain, la police a interpellé les 2 hommes qui me suivaient. 2 jours plus tard, ils ont parlé. Ils ont donné le nom de l'intermédiaire. L'intermédiaire a été arrêté. Il a nié pendant 48 heures. Puis, face aux preuves, il a craqué. Il a donné le nom de Léonel. Le 3 juin 2024, Léonel a été convoqué par la police. Il est venu avec son avocat. Arrogant. Sûr de lui. Il pensait qu'il allait s'en sortir. Il avait tort. Les interrogatoires ont duré 3 jours. Maître Arnaud m'appelait régulièrement pour me tenir informé. Ils ont tout. Les paiements, les enregistrements, les témoignages. Il ne peut plus nier. Qu'est-ce qui va se passer? Le procureur va demander une mise en examen pour intimidation de témoins et tentative de coercition. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. 5 ans. Léonel. En prison. Je n'arrivais pas à y croire. Le 7 juin, Léonel a été mis en examen.
Le juge a demandé son placement en détention provisoire. Son avocat a protesté. Il a parlé de présomption d'innocence, de procédure abusive. Le juge l'a coupé sèchement. Votre client a engagé des hommes pour menacer son ex-épouse. Il a payé pour qu'elle soit intimidée. Il a bafoué une décision de justice. Il représente un danger. Je maintiens ma décision. Léonel est devenu blanc. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu la peur dans ses yeux. Le soir même, maître Arnaud m'a appelé. C'est terminé, Alixiane. Il est en prison. J'ai fermé les yeux. Pour combien de temps? Le procès aura lieu dans quelques mois. Mais avec les preuves qu'ils ont, il ne s'en sortira pas. Et l'argent? L'appel a été rejeté. Le jugement est définitif. Vous allez recevoir votre argent dans les semaines qui viennent. J'ai raccroché. Je me suis assise sur le canapé. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de soulagement. Le lendemain, j'ai retrouvé Marguerite dans un café près du Panthéon. Elle m'attendait avec 2 thés. Alors, il est en prison. Elle a hoché la tête. Justice est faite, grâce à vous. Non, grâce à votre courage. Moi, j'ai juste aidé. Nous avons bu notre thé en silence. Puis elle a posé sa main sur la mienne. Vous savez, Alixiane, il y a beaucoup de femmes comme vous, qui se battent seules, qui ont peur, qui ne savent pas vers qui se tourner. Je sais, c'est pour ça que je fais ça. Parce que personne n'était là pour moi quand j'en avais besoin. Elle a retiré sa main. Mais maintenant, vous êtes libre. Vivez. Le 15 juin 2024, j'ai reçu le virement. 1 052 000 €. J'ai regardé le relevé bancaire pendant longtemps. 27 ans. 27 ans résumés à un chiffre sur un écran. J'ai appelé ma sœur. Nathalie, c'est moi. Alixiane. Mon Dieu, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Je sais, je suis désolée. Mais maintenant, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Je te raconterai. Mais d'abord, tu veux venir passer quelques jours chez moi? Elle a ri. Bien sûr. Quand? Demain. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois sans lumière, sans peur, sans regard par-dessus mon épaule. Juste moi et le silence paisible de la nuit. L'été 2024 est passé lentement. J'ai déménagé. Un appartement plus grand, lumineux, dans le 15e arrondissement. Avec une vraie cuisine, un balcon avec des plantes, une chambre où le soleil entrait le matin. Ma sœur est venue passer 2 semaines avec moi. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons parlé. Nous avons ri. J'avais oublié ce que c'était de rire. En septembre, maître Arnaud m'a appelé. Le procès de Léonel est fixé au 23 octobre. Vous pensez que je dois y aller? C'est à vous de décider. Mais vous pourriez témoigner. Raconter ce que vous avez vécu. J'ai réfléchi longtemps. Puis, j'ai dit oui. Le 23 octobre 2024, je suis retournée au tribunal. Cette fois, c'était différent. Ce n'était plus moi l'accusé. Ce n'était plus moi qui devais me justifier. C'était lui. La salle était bondée. Des journalistes, des avocats, des curieux. Léonel était assis dans le box des accusés. Il avait maigri. Ses cheveux gris étaient mal coiffés. Son costume froissé. Il ne ressemblait plus à l'homme que j'avais épousé 32 ans plus tôt. Il ressemblait à ce qu'il était vraiment. Un homme brisé par ses propres choix. Le procureur a présenté les charges. Monsieur Léonel Courtoisie est accusé d'intimidation de témoins, de tentative de coercition et de harcèlement avec préméditation. Les faits sont graves. Les preuves sont accablantes. Il a montré les photos, les enregistrements, les relevés bancaires. Monsieur Courtoisie a délibérément engagé des individus pour menacer son ex-épouse. Il voulait la forcer à renoncer à l'argent qu'elle avait légalement obtenu. Il a mis sa vie en danger. Le juge a regardé Léonel. « Monsieur Courtoisie, avez-vous quelque chose à dire ?» Léonel s'est levé lentement. « Je regrette. » Sa voix était faible. « Je n'aurais jamais dû... Je ne voulais pas que ça aille si loin. » Le procureur a souri froidement. « Vous ne vouliez pas que ça aille si loin? Mais vous avez payé 15 000 € pour que ces hommes suivent votre ex-femme, pour qu'ils la terrorisent, pour qu'ils lui fassent comprendre qu'elle devait se taire. » Léonel a baissé la tête. « Je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. » « Vous ne saviez pas? Vous leur avez donné l'ordre. Vous avez payé. Vous êtes responsable. » Puis ça a été mon tour de témoigner. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la barre. Mes jambes tremblaient. Le juge m'a regardée avec douceur. « Madame Courtoisie, racontez-nous ce que vous avez vécu. » J'ai respiré profondément.
Pendant 27 ans, j'ai vécu dans l'oubli. Mon ex-mari ne m'a jamais versé un centime de pension. J'ai travaillé, j'ai survécu, j'ai attendu, j'ai regardé Léonel. Et quand j'ai enfin eu le courage de demander justice, il a essayé de me détruire. Ma voix ne tremblait plus. Il a envoyé des hommes pour me suivre, pour m'intimider, pour me faire peur. Pendant des mois, j'ai vécu dans la terreur. Je ne dormais plus, je ne sortais plus, j'avais peur de mon ombre. À moi, pourquoi ne pas avoir abandonné? Parce que j'avais déjà tout abandonné. Ma dignité, mon courage, ma voix. Et cette fois, je ne voulais plus abandonner. Le silence dans la salle était total. Il pensait que la peur me ferait plier. Mais la peur m'a rendue plus forte. Le procureur a demandé 5 ans de prison ferme. L'avocat de Léonel a plaidé la clémence. Les regrets, la situation familiale difficile. Le juge a écouté. Puis il a rendu son verdict. Monsieur Léonel Courtoisie, la Cour vous condamne à 4 ans de prison ferme pour intimidation de témoins, tentative de coercition et harcèlement aggravé. Léonel s'est effondré sur sa chaise. De plus, vous êtes condamné à verser 50 000 € de dommages et intérêts supplémentaires à Madame Courtoisie pour le préjudice moral subi. Je suis sorti du tribunal avec Maître Arnaud et Marguerite. Le soleil brillait. L'air était frais. C'est fini. Marguerite a hoché la tête. Oui, c'est fini. Ce soir-là, j'ai invité Marguerite à dîner chez moi. Nous avons cuisiné ensemble. Un bœuf bourguignon, comme autrefois. Mais cette fois, ce n'était pas pour Léonel. C'était pour moi. Pour nous. Pendant le repas, Marguerite m'a raconté son histoire. J'avais 30 ans quand je me suis mariée. Mon mari était charmant, drôle, attentionné. Pendant 2 ans, tout était parfait. Elle a bu une gorgée de vin. Puis il a changé. Ou peut-être qu'il a arrêté de faire semblant. Les cris, les insultes, les menaces. Vous avez divorcé? Oui. En 1982. Le juge lui a ordonné de me verser une pension. Il n'a jamais payé. Et vous vous êtes battu? Elle a secoué la tête. Non. À l'époque, j'avais trop peur, trop honte. Alors j'ai laissé tomber. Elle m'a regardé. C'est pour ça que je vous ai aidé. Parce que vous avez fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. De nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Et j'ai compris que Marguerite n'était pas juste une alliée. Elle était devenue une amie. Novembre 2024 est arrivé avec le froid et la pluie. J'avais repris une vie presque normale. Je sortais. Je voyais des amis. Je dormais sans cauchemar. L'argent que j'avais reçu, je l'avais placé prudemment. Une partie pour vivre, une partie pour ma retraite, et une partie que j'avais décidé de donner. À des associations qui aidèrent les femmes en difficulté, parce que j'avais compris que mon histoire n'était pas unique. Un matin de novembre, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était une femme d'une 30aine d'années, cheveux bruns attachés, manteau noir, regard fatigué. Madame Courtoisie? Oui, je m'appelle Sophie, Sophie Courtoisie. Mon cœur s'est arrêté. Courtoisie? Je suis la fille de Léonel. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle regardait autour d'elle, mal à l'aise. Je suis désolée de venir comme ça, sans prévenir. Ce n'est pas grave. Que puis-je faire pour vous? Elle a sorti une enveloppe de son sac. Mon père, il m'a demandé de vous donner ça. Votre père est en prison. Je sais, je lui rends visite 1 fois par mois. Elle m'a tendu l'enveloppe. Il m'a dit que c'était important. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, l'écriture de Léonel, que je n'avais pas vue depuis plus de 27 ans. Alixiane, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu accepteras de la recevoir. Mais je devais essayer. Je suis désolée. Je sais que ces mots ne suffisent pas. Je sais que rien ne pourra réparer ce que j'ai fait. Mais je voulais que tu saches que je regrette, profondément. Pendant des années, j'ai vécu dans le mensonge. Je me suis dit que tu n'avais pas besoin de cet argent, que tu t'en sortirais sans moi, que je méritais de le garder. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de reconnaître que j'avais eu tort. Peur de perdre le contrôle. Peur de te voir heureuse sans moi. Aujourd'hui, je paie pour mes erreurs. Et c'est justice. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de vivre, heureuse, libre. Léonel. J'ai replié la lettre lentement. Sophie me regardait. Il a changé, vous savez. En prison. Il lit. Il réfléchit. Il pleure parfois. Vous pensez qu'il est sincère? Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être.
Ou peut-être qu'il joue encore. Elle a baissé les yeux. Mais moi, je voulais vous rencontrer. Parce que j'ai grandi sans savoir que vous existiez. Mon père ne parlait jamais de vous, comme si vous n'aviez jamais existé. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'il avait honte. Nous avons parlé pendant 2 heures. Sophie m'a raconté sa vie. Une enfance avec un père absent, une mère qui buvait, un divorce quand elle avait 15 ans. Mon père n'a pas été meilleur avec nous qu'avec vous. Je suis désolée. Ce n'est pas votre faute. Elle a souri tristement. Mais au moins, vous avez eu le courage de vous battre. Quand elle est partie, je suis restée longtemps assise sur le canapé, la lettre à la main. Léonel regrettait. Peut-être. Mais son regret ne changeait rien à ce qui s'était passé. Il ne rendait pas les années perdues. Il ne guérissait pas les blessures. J'ai appelé Marguerite. Il m'a écrit. Léonel ? Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il regrette. Il y a eu un silence. Et vous ? Vous le croyez ? Je ne sais pas. Et finalement, ça n'a plus d'importance. Pourquoi ? Parce que j'ai tourné la page, avec ou sans ses excuses. Le soir même, j'ai brûlé la lettre. Je l'ai regardée se consumer dans la cheminée. Les mots se tordre, l'encre disparaître, et j'ai senti quelque chose se libérer en moi, le dernier fil qui me reliait encore à lui. Décembre est arrivé. Les rues de Paris se sont illuminées pour Noël. Les vitrines brillaient. Les gens couraient acheter des cadeaux. J'ai invité Marguerite, ma sœur et Sophie à passer le réveillon chez moi. 4 femmes, 4 histoires différentes, mais une même force. Nous avons ri, nous avons chanté, nous avons bu du champagne. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié. La légèreté. Le 31 décembre, juste avant minuit, Marguerite a levé son verre. À toutes les femmes qui se battent, nous avons trinqué. Et à celles qui veillent sur elles. Cette nuit-là, en regardant les feux d'artifice exploser au-dessus de Paris, j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas seulement ce qu'un juge décide dans un tribunal. La justice, c'est aussi se relever. C'est refuser de laisser la douleur nous définir. C'est choisir de vivre malgré tout. Janvier 2025 est arrivé avec la neige. Paris était silencieux sous le blanc. Les toits brillaient. Les enfants jouaient dans les parcs. J'avais 57 ans. Une vie devant moi. Et pour la première fois, j'avais envie de la vivre pleinement. Un matin de janvier, Sophie m'a appelé. Mon père est à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un malaise, en prison. Il pense que c'est son cœur. Sa voix tremblait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si je dois aller le voir. C'est ton père, Sophie. Mais après tout ce qu'il a fait, va le voir. Pas pour lui, pour toi. Elle y est allée. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé. Il est très faible. Les médecins disent qu'il a eu un infarctus. Il va s'en sortir ? Ils ne savent pas. Il y a eu un silence. Il a demandé à vous voir. Mon cœur s'est serré. Moi ? Pourquoi ? Il dit qu'il doit vous parler, en face. J'ai réfléchi pendant 2 jours. Puis j'ai dit oui, pas pour lui, pour moi, pour fermer vraiment ce chapitre. L'hôpital pénitentiaire était un bâtiment gris et froid. Des barreaux aux fenêtres, des gardes partout. Une odeur de désinfectant et de tristesse. Sophie m'attendait à l'entrée. Merci d'être venue. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Moi non plus. Mais peut-être que c'est important. Léonel était dans une chambre au 3e étage. Seul, pâle, relié à des machines qui bipaient doucement. Il a tourné la tête quand je suis entrée. Nos regards se sont croisés. Je ne ressentais rien. Ni colère, ni pitié. Juste un vide étrange. Alixiane, sa voix était faible. Tu es venue. Je ne reste pas longtemps. Je sais. Il a fermé les yeux. J'ai détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mon mariage, ma famille, ma réputation. Oui. Et maintenant je suis là. Seule, malade, en prison. Il a ouvert les yeux. C'est ça, le karma, non ? Je me suis approchée du lit. Tu veux que je te dise que ce n'est pas grave ? Que je te pardonne ? Non. Alors qu'est-ce que tu veux ? Il a hésité. Je veux juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, peut-être, mais j'ai compris. Compris quoi ? Que l'argent ne vaut rien. Que le pouvoir ne protège de rien. Que la seule chose qui compte vraiment, c'est... Il n'a pas fini sa phrase. Je suis restée silencieuse. Puis, j'ai dit doucement. Tu sais ce qui m'a sauvée ? Quoi ? Ce n'est pas l'argent du jugement. Ce n'est pas ta condamnation. Alors quoi ? C'est d'avoir compris que je valais mieux que ce que tu m'avais fait croire. Il a détourné le regard. Je t'ai fait du mal.
Oui. Et tu ne me pardonneras jamais. Non, pas jamais. Mais un jour, peut-être, je ne penserai plus à toi. J'ai reculé vers la porte. Au revoir, Léonelle. Alixiane. Oui, j'espère que tu seras heureuse. Je suis sortie sans répondre. Sophie m'attendait dans le couloir. Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des choses qu'il aurait dû dire il y a 27 ans. En sortant de l'hôpital, j'ai respiré l'air froid de janvier. Le ciel était bleu, pur, sans nuages. J'ai regardé Sophie. Tu vas continuer à le voir? Je ne sais pas. Peut-être. C'est ton choix. Personne ne peut te juger. Elle a hoché la tête. Et vous? Vous allez revenir? Non. C'était la première et la dernière fois. 3 semaines plus tard, Sophie m'a appelé. Mon père est sorti de l'hôpital. Il est retourné en prison. Comment va-t-il? Mieux. Physiquement. Mais il a changé. Il ne parle presque plus. Il lit la Bible. La Bible? Oui. Il dit qu'il cherche la rédemption. J'ai souri tristement. On ne trouve pas la rédemption dans un livre. On la trouve dans ses actes. Février est arrivé. J'ai commencé à travailler comme bénévole dans une association qui aidait les femmes victimes de violences conjugales. Une fois par semaine, j'écoutais leurs histoires. Je leur parlais de la mienne. Et je voyais dans leurs yeux la même chose que j'avais vue dans le miroir pendant des années. La peur, la honte, le doute, mais aussi la force. Cachée, enfouie. Mais là, un jour, une jeune femme d'une 20aine d'années m'a dit « Comment vous avez fait pour tenir si longtemps ?» Je ne sais pas. Peut-être que je n'avais pas le choix. Et maintenant, vous regrettez? Regrettez quoi? D'avoir attendu si longtemps avant de vous battre. J'ai réfléchi. Non, parce que j'ai appris quelque chose d'important. Quoi? Qu'il n'est jamais trop tard pour se respecter. Mars est arrivé avec le printemps. Les arbres bourgeonnaient, les oiseaux chantaient, Paris se réveillait. Et moi aussi. Un soir, Marguerite est venue dîner chez moi. Nous avons cuisiné, ri, parlé. À la fin du repas, elle m'a regardé. Vous savez, Alixiane, vous avez fait quelque chose de rare. Quoi? Vous avez transformé la douleur en sagesse. Vous croyez? J'en suis sûre. Elle a levé son verre. À vous. Et à toutes les femmes qui refusent de se laisser briser. Cette nuit-là, j'ai pensé à Léonelle, seule dans sa cellule. Malade, vieillie. La vie lui avait rendu ce qu'il avait donné. Pas par ma vengeance, mais par ses propres choix. C'est ça le karma. Une justice silencieuse qui finit toujours par arriver. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. J'ai 58 ans. Et pour la première fois de ma vie, je me sens entière. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre du ministère de la Justice. Léonelle a demandé une remise de peine pour bonne conduite. Sa demande a été refusée. Il purgera l'intégralité de sa peine. 4 ans, jusqu'en octobre 2028. Quand j'ai lu cette lettre, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste une forme de paix. Sophie vient me voir régulièrement maintenant. Nous prenons le thé ensemble. Nous parlons de tout et de rien. Elle a décidé de ne plus rendre visite à son père. Je ne lui en veux plus. Mais je ne veux plus porter son poids. C'est sage. C'est vous qui m'avez appris ça. Marguerite et moi sommes devenus inséparables. Nous faisons du bénévolat ensemble. Nous aidons d'autres femmes à se reconstruire. Parfois, elle me dit « Vous savez, Alixiane, vous m'avez aussi sauvée. » Comment ça? En me donnant un but. En me montrant que mon histoire pouvait servir à quelque chose. Il y a une semaine, j'ai rencontré une femme de 62 ans. Elle s'appelait Eliane. Son mari ne lui avait pas versé de pension depuis 15 ans. Elle pleurait en racontant son histoire. J'ai tellement honte. Comment j'ai pu laisser faire ça? Je lui ai pris la main. Ce n'est pas votre faute. Et il n'est jamais trop tard. Mais j'ai 62 ans. Et alors? J'en avais 56 quand j'ai commencé à me battre. Elle a levé les yeux vers moi. Vous avez vraiment gagné? Oui. Contre tout. Contre lui. Contre la peur. Contre moi-même. Ce soir, je suis assise sur mon balcon. Paris s'étend devant moi. Les lumières, les toits, la vie qui continue. Je pense à toutes ces années perdues, à toutes ces nuits passées à avoir peur. Et je me dis que finalement, rien n'a été perdu. Parce que j'ai appris. J'ai appris que la dignité ne se négocie pas, que le silence peut être une prison, que demander justice n'est pas de la vengeance. Et que parfois, les femmes les plus fortes sont celles qui ont été brisées et qui ont choisi de se reconstruire. Léonelle voulait me détruire. Il a échoué, pas parce que j'étais plus forte que lui, mais parce que j'ai refusé de lui donner ce pouvoir. Il est en prison aujourd'hui,
pas à cause de moi, mais à cause de ses propres choix. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ma sœur m'a demandé récemment, « Tu lui as pardonné ?» Non. Tu penses que tu le feras un jour? Je ne sais pas, mais ce n'est plus important. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est pour lui. Et moi, j'ai décidé de vivre pour moi. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une seule personne comprend qu'il n'est jamais trop tard pour se respecter, alors mes 27 années d'attente n'auront pas été vaines. Je ne regrette rien, ni les larmes, ni la peur, ni la solitude. Parce que tout cela m'a mené ici, à cette paix, à cette liberté, à cette femme que je suis devenue. Ce soir, en regardant Paris s'endormir, je pense à toutes les femmes qui se battent en silence, à celles qui ont peur, à celles qui doutent, à celles qui croient qu'elles ne méritent pas mieux. Et je leur dis, vous méritez tout, la justice, le respect, la paix. Battez-vous, même si vous êtes fatigués, même si vous avez peur, parce que la vie est trop courte pour la passer à genoux. Mon nom est Alixiane Courtoisie. J'ai 58 ans. Et cette histoire que je vous ai racontée, c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.